La situation est loin de s'éclaircir au 50e jour après la démission du gouvernement ici en France. Aucun successeur n'est désigné au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron poursuit ses consultations. Julien Sauvaget, alors que des noms qu'on croyait écartés sont toujours en lice finalement. Et oui, aujourd'hui, c'était un petit peu ça s'en va et ça revient, avec des noms qu'on pensait être partis aux oubliettes et qui non, finalement sont revenus sur le devant de la scène. En particulier, celui de Xavier Bertrand. Dès ce matin, Emmanuel Macron a rencontré les chefs de file des Républicains pour voir s'ils seraient en accord avec cette nomination. Eux ont indiqué que pourquoi pas, à condition que leur programme législatif qu'ils avaient émis cet été soit appliqué. Du côté du chef de l'État, ça tombe bien, lui, du moment qu'on ne touche pas à ces réformes et surtout qu'on ne touche pas à la réforme des retraites, c'est le bon tempo. Donc on s'est dit que ça allait se faire. Emmanuel Macron a passé le reste de la journée à consulter les différents chefs de parti, à consulter l'ensemble de l'appareil politique pour voir si ce nom de Xavier Bertrand provoquerait une motion de censure immédiate, car c'est bien cela que craint Emmanuel Macron. Et là, tout d'un coup, c'est le Rassemblement national qui, lui, s'est invité dans la partie, qui, lui, a dit, c'est hors de question Xavier Bertrand. Xavier Bertrand, c'est un ennemi historique, un adversaire dans la région des Hauts-de-France qu'il préside. Il n'a jamais bien considéré le Rassemblement national. Nous voterons la censure. On s'est dit donc que là, c'était plié, mais Marine Le Pen a tendu la main en indiquant, voulant ainsi jouer la faiseuse de roi, en indiquant que s'il y avait un gouvernement technique, ce serait pourquoi pas, à condition qu'ils mettent en place la proportionnelle pour les prochaines législatives. Pour vous donner une petite idée, en juin dernier, si la proportionnelle avait été appliquée, ce n'était pas 126 députés qu'avait le Rassemblement national, mais 219. Vous comprenez l'importance, évidemment, de cette mesure pour le Rassemblement national. Et finalement, en fin de journée, c'est les chefs de file du Parti socialiste, puis des Verts qui ont été reçus. On s'est dit que peut-être c'était Bernard Cazeneuve qui, là de nouveau, revenait à l'avant-plan, et peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Verts nous ont dit être sortis très déçus. Ils ont dit que pour eux, cet entretien avec Emmanuel Macron indiquait juste qu'Emmanuel Macron avait décidé de faire une coalition à la droite de l'hémicycle, ce qui évidemment le NFP n'accepte pas. Merci Julien Sauvaget en direct de l'Élysée pour France 24. Et alors que vous parliez, un coup de théâtre est venu peut-être rebattre encore toutes les cartes. Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, annonce dans un entretien à nos confrères du Point sa candidature à la prochaine élection présidentielle. À mes côtés, Stéphane Zumsteeg, vous apprenez peut-être cette nouvelle avec nous. Je précise que vous êtes directeur du département politique et opinion à l'Institut Ipsos. Alors on va revenir évidemment sur ce contexte particulièrement confus. Pourquoi, d'après vous, Édouard Philippe choisit précisément ce moment pour annoncer sa candidature, lui qui est resté plutôt discret justement durant ces 50 jours de tractation? Alors il était effectivement resté très discret, mais ça fait des mois, j'ai envie de dire quelques années maintenant, que Édouard Philippe a très clairement fait passer le message qu'il se considérait comme l'héritier, en tout cas d'Emmanuel Macron, même si son discours évidemment se droitisera au fur et à mesure. Et donc il préempte la succession par cette annonce. Parce que c'est aussi une course de vitesse. Alors pourquoi choisir peut-être ce moment-là, cette crise politique ou cette impasse politique, comme vous le soulignez, sans doute pour apparaître comme une sorte de pôle de stabilité, comme quelqu'un qui voit loin, qui se situe un petit peu au-dessus de cette mêlée et de cette crise politique, de cette incompréhension entre les différentes forces représentées à l'Assemblée nationale. C'est le bon moment pour lui parce qu'il sent aussi qu'à un moment donné, il y a bien un Premier ministre, un homme ou une femme qui va être nommé. Alors ce sera un profil technique, un profil politique, mais si c'est un profil politique, quelqu'un du centre droit notamment, si c'était ce cas-là, si c'était Xavier Bertrand ou un autre, il y a intérêt pour lui à se positionner le plus vite possible parce que la concurrence va être très très forte à droite, au centre droit en 2027. Parce que le pays est à droite, comme vient de le dire Nicolas Sarkozy dans un entretien au Figaro, c'était il y a quelques jours. C'est étonnant de voir le nom de Bernard Cazeneuve revenir en boucle dans les médias. Alors sur la droitisation de la société française, de l'électorat français, c'est vrai, mais ce n'est vrai qu'en partie. C'est vrai sur les sujets régaliens, sur l'identité, sur l'immigration. On a bien vu qu'au fil des décennies, les Français, y compris ceux qui viennent de la gauche, se sont un petit peu radicalisés et sont pour plus de fermeture des frontières, sont plus méfiants à l'égard de la construction européenne et sur toute une série de domaines. Oui, là, on peut parler de droitisation. En revanche, sur les problématiques économiques et sociales, c'est faux.
Il y a une majorité aujourd'hui à l'Assemblée pour voter l'abrogation de la réforme des retraites. Et l'abrogation des retraites, ce ne serait pas une mesure de droite, quelque part. Et sur ces questions économiques et sociales, tout ça renvoie au sentiment de déclinisme, au sentiment que les services publics se délitent, au sentiment que les Français sont un petit peu maltraités. Vous avez raison de souligner les débats autour de la réforme des retraites. Tout ça n'a pas été bien compris par l'électorat. Il va y avoir une niche parlementaire RN en octobre et on pressent évidemment une proposition de loi qui pourrait être votée par le nouveau Front populaire. Oui. Donc c'est pour ça que sur la droitisation, je pense qu'il faut y apporter des nuances, oui, dans certains domaines, mais pas dans tous. Et d'ailleurs, les résultats des élections législatives le montrent bien. Le Bloc qui est arrivé en tête de peu. On ne peut pas dire qu'il a emporté les élections législatives, mais c'est quand même la gauche. Il y a plus de députés de gauche aujourd'hui que de députés de centre-droit. Alors face à cette situation, la gauche s'impatiente, elle dénonce un Machiavel à l'Élysée. Est-ce qu'Emmanuel Macron, au contraire, ne donne pas plutôt le sentiment de chercher à écoper plutôt Mario Bros que Machiavel, si vous me passez l'expression, d'être un peu face à une impasse, réduit à anticiper celui ou celle qui finalement suscitera le moindre rejet d'un Parlement tripartite devenu indéchiffrable. Alors, il est dans une impasse parce qu'aucune majorité ne se dessine, aucun consensus ne semble se dessiner et ça n'arrivera pas. De toute façon, il y a un moment donné, il faudra bien forcer un camp ou l'autre à accepter de prendre ce poste de Premier ministre. Mais ce que joue avant tout Emmanuel Macron, et c'est pour ça qu'il est intransigeant d'une certaine façon, c'est qu'il joue sa survie politique pour les années qui lui restent jusqu'à la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est rester à la manœuvre et pour lui, et c'est au-delà du symbolique et de la posture, il est essentiel pour lui, pour continuer d'exister, pour rester le véritable chef de l'État, c'est-à-dire l'homme le plus puissant, l'homme politique le plus puissant en France, c'est de choisir, lui, de proposer un nom qui sera accepté par les partis. C'est pour ça qu'il a refusé la nomination de Lucie Castex à Matignon. Ce n'est pas juste pour un argument qui n'est pas faux, d'ailleurs, que la gauche serait immédiatement censurée, que la gauche n'avait pas gagné les élections législatives. Il y a aussi l'idée qu'il ne voulait pas se laisser tordre le bras. En gros, on est vraiment dans un bras de fer, là, entre la classe politique et le président de la République. Le président de la République veut être à l'initiative et veut absolument que ce soit lui qui propose le Premier ministre, que ce soit Cazeneuve, que ce soit Bertrand, ou que ce soit une personnalité apolitique au-dessus de la mêlée, comme le président du Conseil économique, social et environnemental. Mais que l'on passe en l'espace de 12 heures de Thierry Baudet, plutôt, assimilé au centre-gauche, à la tête du CESE, à un retour de Xavier Bertrand sur le devant de la scène, est-ce que ça ne montre pas aussi qu'il y a une forme de désorientation à l'Élysée? Il n'y a pas forcément d'idée de ce vers quoi l'on veut tendre en termes de contenu, qu'on est plutôt aujourd'hui victime des événements. Oui. Emmanuel Macron subit, et en partie seulement, les événements. Il joue également au jeu du chat et de la souris avec les Français et avec la classe politique. Lundi, on parlait de Bernard Cazeneuve, et c'était quasiment fait, mais on apprend quelques minutes après que Xavier Bertrand est également invité. Puis après, on apprend que finalement, par des fuites, s'ils ont été convoqués ou invités à l'Élysée, ce n'était pas pour devenir Premier ministre, mais pour voir si éventuellement ils étaient disposés à prendre des postes importants au sein d'un futur gouvernement. Il y a quand même une sorte de jeu aussi du président de la République qui, quelque part, malmène une partie de la classe politique pour bien montrer que c'est lui qui décide. C'est faux en partie. Forcément fait son choix aujourd'hui. Il n'a pas fait son choix parce qu'il n'a pas de solution pour l'instant. Vous avez raison de parler d'une impasse. On est dans une impasse parce que de toute façon, avant tout, il y a ce constat, ce rapport de force issu des élections législatives, c'est que pour l'instant, aucune des solutions proposées n'est en mesure de disposer d'une majorité, ou en tout cas d'empêcher la censure une fois nommée. On a beaucoup entendu tout au long de l'été le nouveau Front populaire, via sa candidate désignée, Lucie Castex, et notamment sa frange, disons, la plus à gauche, la France Insoumise, qui d'ailleurs dépose aujourd'hui une motion de révocation du président de la République. On va l'évoquer, mais est-ce que finalement on n'en a pas un peu oublié le RN qui, avec fort de ses 140, 126 plus les Ciotti, 140 et quelques députés, mais finalement aujourd'hui le dit, nous ne voulons pas de Xavier Bertrand, nous voulons plutôt un profil technique. Oui, mais finalement c'est ce silence assourdissant du Rassemblement national dont on parle peu, vous l'avez évoqué là, qui de toute façon a choisi une posture un petit peu à côté. Il a été exclu du jeu, déjà en cela c'est un peu de son point de vue, du point de vue des responsables du Rassemblement national, évidemment inacceptable. Eux, ce qu'ils comptent, c'est que finalement cette situation chaotique, je ne parlerai pas de chaos, mais en tout cas de situation compliquée et un petit peu chaotique, lui profite à la fin. La classe politique, le vieux monde, parce qu'on a parlé du vieux monde quand Emmanuel Macron est devenu président de la République, mais le RN maintenant a le beau jeu de parler du vieux monde. Le vieux monde, c'est le reste de la classe politique, à l'exception du Rassemblement national. Tous ceux qui ont défilé hier, disait Philippe Ballard à l'Élysée. Ben oui, c'est ça. Et l'objectif, c'est de voir à quel point la classe politique, y compris le président de la République, mais la classe politique également dans son ensemble, hormis le Rassemblement national, est en train de se disqualifier par son incapacité à trouver un accord avec le président. Tout le monde est un petit peu responsable. Évidemment qu'Emmanuel Macron porte la principale responsabilité, mais quand Laurent Wauquiez dit qu'il est prêt à une sorte de neutralité sans vouloir y participer, que d'autres disent qu'ils ne veulent pas
y participer parce que tout le monde a les yeux rivés sur 2027. C'est l'ensemble de la classe politique qui va en pâtir. Vous qui sondez les tréfonds de l'opinion, que va-t-il ressortir de cette crise? On le sait, Emmanuel Macron ne peut pas dissoudre avant l'année prochaine, 11 mois encore, 10 mois. Que va-t-il se passer dans l'esprit des Français? Qui sera tenu pour responsable de cette crise? Est-ce qu'on peut encore imaginer qu'un homme ou une femme providentielle, peut-être d'ailleurs un technicien ou un technocrate, parviennent justement à canaliser peut-être la frustration aujourd'hui exprimée par les Français? Le spectacle qui leur est servi depuis quelques semaines et surtout depuis la rentrée depuis ces quelques jours, parce qu'il y a quand même une accélération du processus, même si ça ne mène à rien pour l'instant, va sans aucun doute contribuer à creuser encore plus profondément le fossé qui existe entre la classe politique, Emmanuel Macron, mais les autres aussi, et les électeurs. Et les électeurs qui ne comprennent pas au début, et d'ailleurs c'est assez spectaculaire dans les enquêtes, en 2022, les Français nous disent qu'ils sont satisfaits qu'il n'y ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Tout le monde est servi. Emmanuel Macron n'a pas les pleins pouvoirs puisqu'il n'a pas de majorité absolue et les autres forces sont bien représentées. Ça leur convient. Aujourd'hui, quand vous les interrogez exactement sur la même problématique, ils disent que c'est une erreur, que c'est mauvais pour la France. Il y a un vrai retournement, il y a un besoin de stabilité. Et pour l'instant, la classe politique et le président de la République s'avouent incapables d'y remédier. À un moment où la France est sous procédure de déficit excessif et avec, on le sait depuis hier, de la bouche de Bruno Le Maire, l'homme en charge des comptes lui-même, un déficit qui ne s'est non pas résorbé, mais creusé encore davantage, 5,6% du PIB, ça veut dire des efforts à venir. Les Français sont-ils prêts à y consentir dans le contexte actuel? Alors non, je ne pense pas, parce que les déficits publics, c'est un sujet, c'est une préoccupation des Français, mais quand on regarde la hiérarchie, ça arrive loin derrière l'immigration, loin derrière l'état des services publics, la protection sociale ou l'environnement. Ça parle à une frange un peu conservatrice et un peu âgée de l'électorat. Surtout, ça ne parle pas à l'électorat de gauche, parce que ce que l'on a vu avec le Covid, avec les boucliers tarifaires au moment de l'inflation, c'est une réhabilitation de la dépense publique. Autrefois, c'était un gros mot, dépenser de l'argent public, quand on parlait de déficit, quand on parlait de fonction publique pléthorique. Aujourd'hui, le quoi qu'il en coûte, et ça, quelque part, c'est une réussite pour Emmanuel Macron, ça a marqué les esprits. La dépense publique, c'est bien, ça protège, ça aide les plus démunis. Donc, qu'il y ait à un moment donné un retournement de situation et que l'opinion se préoccupe énormément de l'importance des déficits, je n'en suis pas certain. Merci beaucoup Stéphane Zumsteg d'avoir été avec nous sur France 24 pour revenir donc sur la situation aujourd'hui en France qui reste particulièrement indécise.